Quentin Alias. L'éclairage public, et plus largement la substitution de la lumière naturelle par une lumière artificielle, peut apparaître comme l'intention de prolonger le jour. Romain parlait tout à l'heure en introduction de la négation de la nuit. L'activité humaine ne s'arrête pas une fois le soleil couché. Au contraire, l'éclairage public permet d'habiter la nuit. Préoccupation ancienne, éclairer la nuit est depuis 2 siècles devenue une réalité avec le développement des réseaux d'éclairage public. Les prises de vue spatiales de la Terre sont en sous-sol une bonne illustration de cet éclairage nocturne. Si son développement a véritablement été lancé à partir du premier tiers du XIXe siècle, l'éclairage public peut toutefois trouver sa source dès le XVIe siècle. Plutôt qu'un service de l'éclairage, il s'agissait d'une obligation faite aux habitants. Nous parlons de Paris, a pu en ce sens adopter un édit royal en 1524 qui imposait aux habitants de placer une chandelle à leur fenêtre à partir de 21h. La loi du 16 août 1790 fait de l'illumination un objet de police confié à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux. La loi du 5 avril 1884 reprend cette compétence de police municipale. C'est à cette même période que le réseau d'éclairage public s'est déployé à mesure que se développaient les techniques nouvelles d'éclairage. Ce fut d'abord le gaz, des compagnies gazières se virent ainsi attribuer des concessions au milieu du XIXe siècle. Cependant, la situation de ces compagnies gazières allait être remise en cause par l'arrivée d'une nouvelle technologie, l'électricité. Ainsi, et sauf exception, les compagnies gazières s'opposèrent à l'installation des électriciens, qui constituait à leurs yeux un détournement de l'esprit du monopole qui leur avait été accordé par les traités de concession. Ce contentieux reçut le nom de conflit des gaziers et des électriciens, donnant lieu à plusieurs commentaires de la part du doyen Henriot. C'est avec l'arrêt Compagnie nouvelle du gaz de Déville-les-Rouen que le Conseil d'État a reconnu la possibilité de substituer l'éclairage électrique à l'éclairage au gaz, faisant de cette jurisprudence une des principales illustrations du principe de mutabilité du service public. Cette décision a ouvert la voie à l'éclairage public par électricité, inaugurant la période moderne de l'éclairage public. Si certains voient dans l'éclairage public un service collectif, il n'existe aujourd'hui toujours pas de texte qui qualifie le service public, l'éclairage public de service public. Pourtant, l'éclairage public réunit les critères d'une activité de service public. C'est une activité d'intérêt général, relevant d'une personne publique, qui la prend en charge ou la délègue. Il s'agit d'une activité assurée ou assumée par une personne publique poursuivant des finalités d'intérêt général. L'éclairage public peut enfin être soumis à un régime exorbitant de droit commun qui renforce cette présomption d'une qualification de service public. Si l'éclairage est un service relativement récent, il a su s'imposer rapidement. Le doyen Henriot écrivait en ce sens au début du siècle « À notre époque où l'on ne sait guère attendre, chaque génération veut jouir des avantages matériels de la civilisation. » Le maître toulousain évoquait ici le passage du gaz à l'électricité. Au-delà des évolutions techniques, la formule du doyen Henriot nous invite ainsi à rechercher l'imitation contemporaine de l'éclairage public. Celui-ci a connu une extension de ses fonctions, qui prennent désormais en compte de nouvelles finalités. Dans le même temps, les autorités compétentes en matière d'éclairage ont quant à elles eu recours à de nouveaux modes de gestion. L'extension des fonctions de l'éclairage public. Interrogé sur les finalités de l'éclairage, le Conseil d'État s'est prononcé dans un avis du 22 août 1995, considérant que l'objet de l'éclairage est d'assurer la sécurité et la commodité du passage dans les voies ouvertes à la circulation publique, mais également de mettre en valeur les édifices et perspectives monumentales. Aux côtés d'une fonction première de police, existe une seconde de mise en valeur esthétique. Une mission initiale de police. Selon le Code général des collectivités territoriales, relève de la police municipale, entre autres, tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend l'éclairage. Le service de l'éclairage remplit donc une fonction de sécurité des usagers de la voie publique. Compétence communale, l'éclairage public peut faire l'objet d'un transfert à un établissement de coopération intercommunale, au titre de la compétence de voirie. En dehors de ces situations de transfert, il appartient au maire de déterminer quel espace doit recevoir un éclairage artificiel. Il n'y a donc pour un habitant aucun droit à l'implantation d'un lampadaire devant sa maison. Malgré tout, le CGCT précise que l'entretien des voies communales fait partie des dépenses obligatoires. L'éclairage peut quant à lui être considéré comme indispensable au bon fonctionnement du service, de la voirie. Le préfet peut dès lors se substituer à l'autorité de police en cas de manquement et prendre toute mesure relative au maintien de la sûreté. Il reste toutefois possible de procéder à l'extinction de l'éclairage, celui-ci devant concilier la limitation des nuisances lumineuses, la consommation d'énergie, avec un impératif de sécurité des véhicules et des piétons.
Il est ainsi recommandé aux maires de mettre en place des mesures de signalisation informant les usagers de l'extinction et d'exclure les zones dangereuses afin de prévenir les risques d'engagement de la responsabilité du fait de l'extinction. La responsabilité de la commune peut en effet être recherchée devant le juge administratif, tant pour faute que sans faute, mais aussi devant le juge pénal, puisque l'absence ou le dysfonctionnement de l'éclairage public peut conduire à une condamnation du maire pour homicide involontaire. La fonction traditionnelle de l'éclairage est ainsi la sécurité, auquel se rajoute désormais une fonction de mise en valeur par l'éclairage. Et là, je parle sous le contrôle du président. La prise en compte d'exigences de mise en valeur. L'éclairage public témoigne en effet d'une importance accordée à l'esthétique urbaine au travers de l'illumination des bâtiments. Le phénomène n'est pas nouveau, puisque la première expérience pourrait remonter à 1844 avec une illumination de la place de la Concorde. Illumination pérenne des principaux bâtiments parisiens à partir de 1937. Mais la mise en lumière a connu, à partir des années 1980-1990, une généralisation. Les finalités de l'éclairage se sont enrichies de nouvelles fonctions. La mise en lumière a remplacé l'illumination, expression devenue trop restrictive, la mise en lumière englobant les actions de mise en valeur nocturne du patrimoine urbain permettant aux habitants de redécouvrir le patrimoine culturel et d'attirer davantage de touristes. Valoriser la nuit consiste à en faire un espace de découverte, mais aussi de consommation. Les communes se sont donc dotées de plans lumière qui doivent déterminer les principes de la planification de l'éclairage urbain. Le plan lumière de la ville de Toulouse pour la période 2015-2018 est déjà visible, puisqu'il consiste, entre autres, en une nouvelle mise en lumière de la cathédrale Saint-Étienne, du couvent des Jacobins. La mairie a aussi souhaité réaliser des économies financières et énergétiques. Pour cela, elle a procédé au remplacement des appareils obsolètes, réduit les coûts de prestation à l'occasion de nouveaux contrats, obtenu une nouvelle tarification d'EDF. La mise en lumière peut être permanente. L'édifice devient le symbole de la ville et marque son identité visuelle nocturne. On pense à la Tour Eiffel. La mise en lumière peut aussi être saisonnier, les illuminations de fin d'année par exemple. L'éclairage temporaire peut aussi se faire dans le cadre d'une manifestation qui lui est dédiée, et à ce moment-là, on pensera à la fête du lumière de Lyon. L'opération temporaire s'inscrit dans le cadre de la valorisation, puisqu'elle profite à la fois aux habitants et qu'elle permet de développer l'attractivité touristique de la ville. Il faut distinguer les cas où l'éclairage se limite à être au service de l'objet éclairé de ceux dans lesquels la mise en lumière de l'architecture d'un bâtiment résulte d'une conception originale. Dans ce cas, le droit d'auteur vient protéger la création visuelle. La Tour Eiffel, dont la mise en lumière est réalisée par la société d'exploitation de la Tour Eiffel, en est une bonne illustration. La Cour de cassation a en effet considéré qu'il s'agissait d'une création visuelle, originale, et donc d'une œuvre de l'esprit. Elle en a déduit, au bénéfice de son auteur, un droit de propriété incorporelle. Une fois reconnu l'éclairage comme une œuvre de l'esprit, il faut s'interroger sur la nature juridique. L'éclairage peut ainsi se voir reconnaître la qualité d'œuvre de collaboration ou d'œuvre composite. L'œuvre de collaboration suppose un travail créatif, concerté et conduit en commun par l'auteur de la forme éclairée, donc l'architecte du bâtiment, et le concepteur de l'éclairage. Donc si cette qualification a pu être retenue, il n'est pas évident qu'elle le soit systématiquement parce qu'elle suppose que les auteurs concourent toujours ensemble, ce qui n'est pas nécessairement le cas. L'œuvre composite correspond quant à elle à l'œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration des auteurs. L'œuvre préexistante, toujours le bâtiment, mis en lumière par l'éclairage, qui est l'œuvre nouvelle. Retenir cette qualification risque de créer des difficultés d'installation dans la mise en lumière, puisqu'il faut respecter le monopole de l'auteur sur l'œuvre support, l'éclairage du monument ne devant pas porter atteinte au droit moral de l'architecte. Il nous semble qu'il en irait de même s'il s'agissait d'une coexistence entre deux œuvres distinctes, l'œuvre architecturale d'une part, l'éclairage d'autre part. Les fonctions de l'éclairage public se sont ainsi étendues, faisant de l'éclairage un service complexe, à la recherche de modes de gestion pertinents. L'évolution des modes de gestion de l'éclairage public. Ceux-ci ont connu une importante évolution depuis le développement du service au XIXe siècle. Les modes de gestion traditionnels ayant montré leurs limites, les limitations contemporaines de l'éclairage public ont incité les autorités compétentes à recourir à des contrats globaux. Des modes de gestion traditionnels inadéquats. Le passage d'une activité imposée, en particulier exercée par des prescriptions de police, à une activité prise en charge par les communes, s'est faite par le recours à la concession. La loi de création d'EDF en 1946, nationalisant la distribution de l'électricité, a substitué l'établissement public dans les droits et obligations résultant des contrats de concession conclus.
La gestion publique s'est alors développée, adossée à EDF en situation de monopole. L'éclairage public a par ailleurs été dissocié des concessions de distribution d'électricité. Privilégiant la régie, les communes installaient et assuraient le fonctionnement des équipements à leur charge. Parallèlement à cela, et pour répondre aux besoins de financement, l'externalisation s'est à nouveau développée à partir des années 1990. Au titre des modes de gestion traditionnels, que peuvent être la régie, les marchés publics, la concession, il est apparu que cette dernière, la concession, sous la forme de la délégation de services publics, était impraticable. N'était pas en cause ici le caractère administratif du service dont on sait qu'ils peuvent faire l'objet des délégations, était en cause ici l'absence de redevances versées par l'usager pour financer ce service. On peut se demander pourquoi la concession possible au XIXe siècle et qui a permis le développement du réseau ne pourrait pas exister sous la forme de délégation de services publics. Sur ce point, la doctrine est très silencieuse. Rappelons que pour les premières concessions, elles comprenaient la distribution de l'éclairage public et privé. Le concessionnaire se rémunérait avec le droit de percevoir des redevances sur le particulier. De fait, il nous semble que la dissociation entre l'éclairage public et les concessions de distribution électrique que nous avons évoquées a entraîné l'impossibilité d'une facturation de l'éclairage public, faute d'identifier un usager final du service. Ne pouvant déléguer le service, la régie a pu être combinée avec des marchés publics. Toutefois, il nécessitait une succession de marchés de travaux et de services pour les opérations de construction et d'exploitation. Ces interventions au coup par coup présentaient des difficultés d'organisation cohérentes et entraînaient un vieillissement prématuré du réseau. Les solutions de gestion traditionnelles, ayant montré leurs limites, les autorités compétentes ont recherché des contrats plus innovants. Le recours à des modes de gestion globaux. Ça a d'abord été le cas des METP, les marchés d'entreprises de travaux publics, qui ont pris la forme de contrats de gestion complète de l'éclairage public, permettant une délégation de financement, des investissements et des dépenses de fonctionnement du réseau, tout en lissant le coût du contrat sur la durée du marché pour la collectivité. Ces contrats de gestion complète se sont vus condamnés par l'arrêt préfet des Bouches-du-Rhône contre commune de La Ciotat, le Conseil d'État rappelant ici l'interdiction du paiement différé dans les marchés publics. Pour pallier à cette interdiction, les autorités en charge de l'éclairage public ont privilégié les contrats de partenariat public-privé. Ils permettaient d'avoir un objet global recoupant les différentes missions confiées aux prestataires de l'éclairage. Le contrat de partenariat prévoyait également la délégation du financement des investissements, ainsi qu'un partage des risques. Bien que les personnes publiques soient globalement satisfaites des contrats de partenariat et que celui-ci ait connu un certain succès dans le domaine de l'éclairage public, ce bilan doit être nuancé. En effet, si les contrats de PPP conclus en matière d'éclairage public sont de la durée similaire des contrats conclus hors éclairage public, les contrats d'éclairage public coûtent bien moins cher. De fait, les contrats de PPP pour l'éclairage public se font pour des investissements qui sont relativement faibles et ou qui peuvent être étalés dans le temps. L'intérêt du contrat de partenariat doit donc s'analyser au regard de l'importance des investissements demandés. Permettant de confier une mission globale sans recourir à un préfinancement et à un paiement différé, parfois trop coûteux, se sont développés sur la base des marchés publics les contrats de performance énergétique, prenant la forme de CREM et de REM. Dérogeant au principe de l'allotissement, ils confient tout à la fois la conception, la réalisation, l'exploitation et la maintenance d'ouvrages afin d'en améliorer la performance énergétique. Évitant à la fois les écueils d'une succession de marchés publics et ceux des partenariats publics-privés, les marchés publics globaux apparaissent comme une solution de gestion opportune. La réforme de la commande publique a d'ailleurs conservé les CREM et les REM sous la forme de marchés publics globaux de performance. Cette même réforme a transformé le contrat de partenariat en marché de partenariat. L'éclairage public, on le voit, a connu certaines mutations. Ces fonctions se sont étendues au-delà du noyau dur de la police administrative à la mise en valeur du patrimoine par la mise en lumière. Ces modes de gestion s'adaptent aux besoins du service et devront tenir compte d'un cadre juridique nouveau. À l'aune des smart cities, les réseaux intelligents pourraient une nouvelle fois modifier les usages et la gestion de l'éclairage public. La ville de demain, se voulant plus durable et économe en énergie, y voit l'occasion de fournir un service de toujours meilleure qualité. Je vous remercie de votre attention.